En 2002, Marc Fumaroli m'avait invité à son séminaire au Collège de France pour présenter une conférence sur le Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Cette conférence a été publiée dans un ouvrage collectif dirigé par le même Marc Fumaroli et par ma collègue et amie Chantal Grel, qui enseigne à l'université de Versailles. Cet ouvrage est le suivant: Historiographie de la France et mémoire du royaume au XVIIIe siècle. Ce livre a été publié en 2006 chez Honoré Champion. Le voici. Cette conférence, j'ai décidé de la relire pour un public plus large aujourd'hui même. Le Moyen-Âge au XVIIIe siècle. L'objet de la présente étude trouve sa place dans l'histoire de la relation que l'homme établit, construit et entretient avec le temps. Elle appartient de ce fait à l'histoire des mentalités, donc à l'histoire des temps longs. Focalisé sur le XVIIIe siècle, mon propos tente de percevoir les grandes orientations, résistances et nouveautés qui se dessinent alors en les situant dans un cadre pluridisciplinaire. Le sujet n'est pas neuf. Depuis une centaine d'années, il a été traité à de multiples reprises sous différents angles. Souhaitant limiter mon propos, je n'examinerai ici qu'une étude globale, celle de Jürgen Voss, a donné en 1972. Je vous montre tout de suite cet ouvrage. Il me paraît peut-être plus intéressant de vous montrer la page de titre intérieure. Que l'on peut traduire ainsi, donc le Moyen-Âge dans la pensée historique en France, recherche sur l'histoire du concept de Moyen-Âge et de la valeur du Moyen-Âge de la seconde moitié du XVIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ça a donc paru chez l'éditeur Wilhelm Fink Verlag à Munich. Donc je le répète, en 1972. Soutenue en 1969 à l'université de Mannheim, cette thèse consacrée à l'évolution du terme, du concept et de la valeur accordée au Moyen-Âge en France pendant 3 siècles est une contribution capitale par l'ampleur du sujet traité et l'immensité de la documentation utilisée. Cet ouvrage doit servir de base à tout autre travail parallèle et apporte des éléments importants à l'histoire du développement des études médiévales durant l'époque moderne et au début du XIXe siècle. Mais comme le souligne Rolf Reichhardt, il reste à compléter par l'historien des mentalités collectives. La notion de Moyen-Âge procède en fait de 3 courants de pensée de l'Europe médiévale et moderne qui se sont parfois rapprochés, sinon confondus. C'est le désir d'une renaissance d'un pouvoir politique unique, à la dimension de celui de la Rome antique. C'est le souhait d'un retour aux lettres classiques et l'espoir d'une Église régénérée. Ces 2 derniers éléments ont, avec un poids différent, imposé la périodisation actuelle. Ayant des Pétrarques un support morphologique, medium tempus, la notion de Moyen-Âge va être systématisée par Cellarius en 1676 pour se généraliser au moment où le romantisme, à son sommet, crée toute une série d'expressions dérivées.
La terminologie était en effet née chez les humanistes italiens pour se répandre, sous différentes formes, d'abord en latin du XIVe au XVIe siècle et parallèlement au développement des études nationales, des littératures nationales, très tôt en italien, chez Donato Acciaiuoli, mezzo tempo en 1476, et en allemand chez Joachim von Wath, Mitteljahr, entre 1545 et 1551, mais pour ne réapparaître que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, après avoir été utilisé pour la première fois en français par le célèbre jurisconsulte Pierre Pitou, Moyen-Âge 1572, en anglais par l'historien William Camden, Middle Age et Middle Time en 1605, suivi de près en espagnol par le poète Luis de Góngora y Argote, Edad Media, en 1627. Nous possédons deux autres indices de la diffusion de celle-ci. Il s'agit de sa fréquence dans des titres d'ouvrages et de son apparition dans les dictionnaires. Deux phénomènes concomitants, du moins pour la France. Il semble que le véritable départ de l'utilisation de la terminologie dans les titres se soit produit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En 13 ans, de 1675 à 1688, paraissent coup sur coup un ensemble de recherches sur la géographie historique de l'Allemagne par l'historien de Heidelberg, Paul Achenberg, la première histoire qui s'intitule Médiévale, celle bien connue de Christoph Kellarius ou Keller, professeur à Halle, qui publie aussi un De Latinitate Mediae et Infimae Aetatis. Enfin, les deux glossaires latin et grec du non moins célèbre Charles Lucange. Encadrent cette courte période les apparitions respectives de moyen temps et de ses traductions dans les dictionnaires bilingues 1671 et trilingues 1690 du jésuite François Pomé et de Moyen-Âge dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtière en 1690 et la première édition du dictionnaire de l'Académie française en 1694. Toutes les définitions ou traductions qui sont données restent limitées à l'histoire de la littérature. Quant au Moyen-Âge, s'il ne possède qu'une position relative chez Furtière, il se voit par contre assigner un cadre chronologique défini, quoiqu'encore non daté, dans le dictionnaire de l'Académie française. Je cite: « On appelle auteurs du Moyen-Âge les auteurs qui ont écrit depuis la décadence de l'Empire romain jusque vers le Xe siècle ou environ. » Fin de citation donc du dictionnaire de l'Académie française. On trouve dès lors les deux rameaux sur lesquels bourgeonneront au XVIIIe siècle les titres comprenant l'idée d'une période intermédiaire. D'une part, les instruments de travail et les manuels de méthodologie, d'autre part, les ouvrages d'histoire régionale puis d'histoire générale de l'Europe. C'est encore l'expression medium aevum qui apparaîtra le plus souvent, bien qu'à la fin du siècle, Moyen-Âge soit de plus en plus présent. Jürgen Voss fait remarquer que les ouvrages qui possèdent ce dernier terme paraissent dans les régions périphériques du nord-est du domaine linguistique français. Une enquête systématique n'a pas encore été menée pour l'Allemagne, mais l'utilisation sporadique de la terminologie dans la langue vernaculaire et la répétition de celle-ci en latin devraient inciter à déplacer maintenant
le champ d'investigation dans ce secteur. Dès le crépuscule du XVIIe siècle, la limite en amont du Moyen-Âge ne fluctuera plus beaucoup dans le temps. Le problème est différent pour la fin de celui-ci. En effet, suivant les critères utilisés, sa date peut varier de plusieurs siècles. Chez le philologue allemand Morhoff et l'érudit néerlandais Brouwerius van Niedeck, le Moyen-Âge, explicitement ou implicitement, comprend le XVIe siècle. Toutefois, deux voies vont être prédominantes. Dans l'historiographie de langue française au XVIIIe siècle, la césure du XIe ou du XIIe siècle se rencontre chez plusieurs auteurs. Dans ce cas, le critère est politique et la période de près de 7 siècles qui est recouverte par les terminologies prend un caractère positif puisqu'elle voit naître les différentes monarchies de l'Occident et, en particulier, la monarchie franque, le XIIe siècle constituant alors un affermissement du pouvoir politique. Cette idée se rencontre par exemple chez les ecclésiastiques, l'anglais du Frénois et Charles Vastellin, dans le domaine de la géographie historique et, d'une manière plus générale, chez le Mauriste de Veynes, dont les critères de périodisation sont tantôt politiques, tantôt culturels. On va les retrouver dans d'autres ouvrages, car l'existence d'une histoire générale postule des critères de détermination empruntés aux divers secteurs de l'activité des hommes. C'est ici que se fait jour la solution qui finira par s'imposer, celle de la fixation du cadre chronologique du Moyen-Âge. Desmarais, par exemple, dans son article sur la géographie dans l'Encyclopédie, en 1757, fait appel à l'histoire politique pour le début du Moyen-Âge, je le cite, dans la décadence de l'Empire, et à l'histoire culturelle pour la fin de celui-ci. Je le cite, il parle de renouvellement des lettres. Le dictionnaire de l'Académie française fera de même dans sa 5e édition en 1798. Mais en 1835, son critère sera purement politique et militaire, comme chez James Harris en 1781. Je cite donc les deux auteurs. Tout d'abord, le dictionnaire de l'Académie. Moyen-Âge, le temps qui s'est écoulé depuis la chute de l'Empire romain en 475 jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II en 1453. Exemple, les auteurs, l'histoire du Moyen-Âge. Et maintenant, on trouve chez James Harris le passage suivant. The interval between the fall of these two empires, the Western or Latin in the 5th century, the Eastern of Grecian in the 15th, making a space of near 1,000 years, constitutes what we call the Middle Age. Fin de citation. Bref, il ne faudrait pas croire à une trop grande rigidité des concepts tels qu'ils s'élaborent au siècle des Lumières. Les différents angles qui peuvent être pris pour définir la dimension du Moyen-Âge apparaissent chez le théologien Johann Friedrich Bertram dans la première moitié du siècle et chez Voltaire et Guillaume-Alexandre de Mégan, respectivement en 1765 et 1766. Je lis deux extraits.
au démembrement de l'Empire romain en Occident, je lis ici donc l'article Histoire signé par Voltaire dans l'Encyclopédie, commence un nouvel ordre de choses, et c'est ce qu'on appelle l'histoire du Moyen-Âge, histoire barbare des peuples barbares qui, devenus chrétiens, n'en deviennent pas meilleurs. C'est sur la fin de ce siècle, le XVe, qu'un nouveau monde est découvert, et bientôt après la politique et les arts de l'Europe, prennent une forme nouvelle. Mégan, en fait, envisage trois renaissances successives en Occident. D'abord celle du droit qui commence à la fin du XIe siècle, ensuite celle des beaux-arts en Italie à partir du dernier tiers du XIIIe siècle, enfin la renaissance de toute lumière, c'est l'expression qu'il utilise à la fin du XVe. Mieux encore, le problème des limites surgit dans la réflexion théorique dès 1712 chez Christian Juncker et fera l'objet d'un commentaire du professeur d'histoire de Tübingen, Christian Friedrich Rösler, qui révèle la multiplicité des points de vue qui étaient envisagés par ses prédécesseurs du XVIIe siècle et ses contemporains. Je lis donc un extrait de la Dissertatio de Annalium Medievi Varia Conditione de Rösler, donc publié à Tübingen. Incepere illut medium aevum, vel, ad decremento Romani, vel, ab invasionibus barbarorum, vel, a Constantino Magno, vel, ab originibus monarchiae Francorum, vel, a Mohamede, vel, a Carolo Magno, finivere autem vel literarum restitutione, vel Columbi in Americam itineribus, vel Maximiliani imperio, vel sacrorum reformatione. Dans les Pays-Bas, à la suite d'un premier sondage, il semble bien que la terminologie n'ait pas été employée très souvent. Mais la géographie historique, comme je l'ai déjà remarqué, paraît être un terrain particulièrement favorable pour l'utilisation du schéma ternaire. On le rencontre dans une dissertation de 1754 chez l'historien jésuite Jean-Baptiste de Marne, qui l'emprunte directement à Leibniz. 1761. Une date dans le lent parcours de la notion, celle de la publication de la description de la Gaule belgique selon les trois âges de l'histoire par un autre historien de la Compagnie de Jésus, Charles Wastelain. Plus que celle d'un exposé didactique, l'ouvrage prend la forme d'une obsession. La tripartition y est érigée à l'état de système rigide, au point de poser des problèmes de relation entre contenu et contenant. Mais cette systématisation possède du moins l'avantage de nous éclairer sur un point précis, l'étendue du Moyen-Âge. Le critère de Wastelain étant d'ordre politique, la période commence avec Clovis et finit au XIIe siècle, moment qu'il qualifie tantôt de renaissance du pouvoir politique royal, tantôt d'affermissement des principautés des Pays-Bas, suivant l'angle sous lequel il envisage les choses. Son Moyen-Âge n'est toutefois pas l'objet d'un jugement particulier. Les variantes de la terminologie chez l'évêque d'Anvers Nélis en 1790 n'ont, elles non plus, rien de péjoratif. Au contraire, il est particulièrement édifiant à ce propos de comparer le texte latin et sa traduction en français, ce que je vais faire maintenant.
dans le texte latin, medio tempore devient, dans la traduction française, dans le Moyen-Âge. Donc là, pas de surprise. Dans un autre passage, multa nobis etiamnum indaganda sunt a quibus lucem aliquam obsoletis illis veteris aevi reliquis a fundi posse aut immeritos peramus ut maiori ita cum fructure gentium modibus terrantur. Ce qui nous donne, dans la traduction française, il nous reste encore à faire bien des recherches qui serviront, comme nous l'espérons, à répandre quelques lumières sur ces restes précieux, mais souvent obscurs, du premier du Moyen-Âge. Et par là, nous rendrons plus utile la lecture de ces ouvrages que nous publierons. Autre expression en latin qui ne donne pas du tout de surprise dans la traduction française, chronographorum medievi devient tout à fait logiquement chronographe du Moyen-Âge. Autre extrait, et ce sera le dernier d'ailleurs, pour cet auteur-là, et suo illi exemplo nos docure, ex libris nostris, penitus abicienda non esse aec mediae aetatis. Oblectamenta, dicam, anugamenta, ça devient, ces savants hommes nous ont donc appris à ne point rejeter du corps de notre ouvrage des rêveries, si on veut, mais passagères, mais agréables des joujoux du Moyen-Âge. Fin de citation. Enfin, restant dans le domaine de la lexicographie, je signalerai également la présence de l'expression Midentedis Historie chez Verhoeven, dans un mémoire présenté en 1778 devant l'Académie de Bruxelles, pour deux raisons. Elle apparaît à ma connaissance pour la première fois dans un titre et précède l'adjectif français équivalent. Je donne le titre donc de Verhoeven, Algemene inleiding tot de alude en Midentedische Belgische Historie. Il emploie d'autre part le substantif à propos du latin vulgaire, je le cite, zo hebben onze schrijvers integendeel het brabbel Latijn der middeleeuwen zodanig vermenigvuldigd dat de kundige Nederlanders alleen de benoeming van verscheiden zaken konden verstaan. Fin de citation. Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que la terminologie se soit généralisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il me semble en effet significatif que ni le marquis du Chasteler, ni Pluvier n'emploient l'expression Moyen-Âge ou l'une de ses variantes dans leurs mémoires respectivement intitulées « Réflexion sommaire sur le plan à former pour une histoire générale des Pays-Bas autrichiens » et « Denkbeeld der merkwaardigste veranderingen welke in Nederland ten opzichte van zijn staat, gemeene zijden en volk voorgevallen zijn sedert het begin der 5e tot het einde der 15e eeuw. Ce dernier titre fait d'ailleurs penser à l'ouvrage contemporain du professeur d'Édimbourg William Robertson, qui utilise aussi une périphrase. Ce qui peut signifier deux choses dans le chef de ces auteurs, soit un manque d'appareil conceptuel, soit l'inadéquation entre la période allant du 5e au 15e siècle et les aspects qu'ils en retiennent, ce que nous entendons par Moyen-Âge. Remarquons d'ailleurs que le tableau que Pluvier présente pour le haut Moyen-Âge, puis siècle par siècle,
à partir du XIe, n'est pas uniforme. La critique humaniste n'en est pas absente. Je le cite. Des beaux commencements de l'université de Louvain et les progrès qui firent quelques-uns de ses premiers élèves semblèrent fixer l'époque où les Pays-Bas devaient sortir des ténèbres épaisses de l'ignorance. Mais passant en revue l'économie, la société et les mœurs, et se limitant aux Pays-Bas, il est plus nuancé que Condorcet dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain qui date de 1795, qui, travaillant sur une échelle beaucoup plus grande, se permet des contrastes recouvrant des périodes plus vastes, ce qui est parfois difficilement conciliable avec son idée de progrès. Le point de vue de Pluvier est nettement relativiste et rend compte d'une certaine maturité d'esprit. Je le cite. Mais que personne ne s'imagine que ces changements se soient faits par degrés de siècle en siècle, en suivant un progrès égal, et que, par une suite naturelle, l'état de la Belgique, les mœurs et la félicité du peuple dussent atteindre à leur plus haute période vers la fin du XVe siècle. Ce serait suivre le préjugé de ceux qui ignorent l'histoire ancienne et qui, ayant ouï dire que les hommes des siècles passés étaient plus simples que ceux qui vivent dans ces temps, s'imaginent que le monde se raffine toujours et que, plus on remonte à l'Antiquité, plus on trouve les hommes grossiers et ignorants. Fin de citation. Car le XVIIIe siècle voit se dessiner plusieurs courants. Les rationalistes, tout d'abord, qui reprennent les thèmes charriés par l'humanisme et la réforme, mais en les mettant au goût du jour. En Grande-Bretagne, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, l'évêque de Salisbury, Gilbert Burnet, estimait que l'ignorance avait caché toute forme de savoir pendant 10 siècles. Le jugement du rationaliste allemand Johann Jakob Brücker porte sur une période plus limitée dans le temps. Bloquée avec la scolastique, la philosophie n'avait pour lui repris son envol qu'avec la Réforme. Cette critique du savoir des ecclésiastiques va être amplifiée dans la deuxième moitié du siècle des Lumières, ainsi que l'utilisation qu'ils en avaient faite en Angleterre chez James Harris, en France chez Voltaire et Condorcet par exemple. Chez ce dernier, les premiers siècles de notre Moyen-Âge, qui se partagent entre la sixième et la septième époque de l'histoire des progrès de l'esprit humain, sont représentés comme une période morale où règne un pouvoir unique. Je le cite. Dans cette période désastreuse, nous verrons l'ignorance traîner après elle, ici la férocité, ailleurs une cruauté raffinée, partout la corruption et la perfidie. Des rêveries théologiques, des impostures superstitieuses sont le seul génie des hommes. L'intolérance religieuse leur seule morale, et l'Europe, comprimée entre la tyrannie sacerdotale et le despotisme militaire, attend dans le sang et dans les larmes le moment où de nouvelles lumières lui permettront de renaître à la liberté et aux vertus. Fin de citation. Instrument de combat, l'histoire ne fait que prolonger par sa forme, sinon par son contenu, une tradition intellectuelle triséculaire. Je parle donc de cette notion de période immorale. Parallèlement à la persistance des systèmes de périodisation traditionnels,
théorie des 7 âges augustiniens et des 4 monarchies, schéma dynastique des 3 races en France. Et alors que la vision tripartie de l'histoire ne s'est pas encore établie, on assiste très tôt à un mouvement de réaction contre les vues exprimées par les Italiens à l'encontre des cultures barbares, c'est-à-dire non cisalpines, en particulier chez les humanistes allemands et français. Plus tard, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, vont se développer divers courants qui vont progressivement réhabiliter le Moyen-Âge. Loin de bourgeonner sur le même arbre, ils sont au contraire paradoxaux. Je ne citerai que quelques auteurs qui en sont les promoteurs ou les prototypes. Dans le domaine de la littérature française, La Fontaine et la marquise de Sévigné, entre autres, apprécient la langue ancienne ainsi que sa naïveté. De plus, comme l'indique Jürgen Voss, le travail des érudits dans le secteur des études médiévales donne à leur objet, à la fin du grand siècle, un statut équivalent à celui de l'Antiquité. Toute cette évolution aboutit à une mise en question de la prédominance absolue de celle-ci, ce qui provoque ce que Jürgen Voss met au centre de sa thèse, c'est-à-dire un glissement de valeurs qui se produit lors de la querelle des anciens et des modernes. On passerait alors du goût absolu au goût relatif pour la littérature ancienne, sentiment qui se manifesterait également dans les arts plastiques, en particulier l'architecture. Dans cette perspective va se développer l'attrait pour la poésie des troubadours, précurseur du mouvement romantique. Jean-Baptiste de Lacurne de Sainte-Palais et Pierre-Jean-Baptiste Legrand d'Aussy, qui ont fait l'objet de monographies, illustrent en particulier cette tendance. Une revalorisation de l'époque médiévale apparaît également dans l'historiographie proprement dite, suivant des points de vue très différents. Le Moyen-Âge du précepteur des petits-fils de Louis XIV, l'abbé Claude Fleury, remplit ainsi, comme plus tard chez le comte Henri de Boulainvilliers, l'abbé Jean-Baptiste Dubo et Johann Gottfried Herder, dans un autre domaine, une fonction idéologique. Fleury fait l'apologie de l'Église durant cette période, mais, par la même occasion, ceci est neuf, il analyse les causes de la dévalorisation de la littérature médiévale. Je le cite. « Je sais ce qui a décrié les siècles dont je parle en ce discours. C'est la prévention des humanistes du XVe siècle. Un Laurent Val, un Platine, un Ange Policien. Il s'agit évidemment de Lorenzo Valla, de Platina et d'Angelo Poliziano. Ces prétendus savants, avec plus de littérature que de religion et de bon sens, ne s'arrêtaient qu'à l'écorce et ne pouvaient rien ajouter que les écrivains de l'ancienne Rome et de l'ancienne Grèce. Ainsi, ils avaient un souverain mépris pour les écrits du Moyen-Âge et comptaient que l'on avait tout perdu en perdant la pure latinité et la politesse des anciens. Ce préjugé passa aux protestants qui regardaient le renouvellement des études comme la source de leur réformation. 11 ans après la publication du discours sur l'histoire ecclésiastique de Fleury, le professeur d'Helmstedt, Polycarpe Leiser, souligna dans son plaidoyer en faveur de la latinité médiévale l'importance de celle-ci, mais il fut vite contesté par Bertram, déjà nommé. Plus tard, cette vision idyllique sera étendue au domaine des mœurs. C'est le cas, parmi d'autres,
de Pierre-Camille Lemoine qui, dans son traité de diplomatique et d'archivistique, dont le premier tome parut en 1765, souligne la simplicité des gens du Moyen-Âge. Je lis un extrait de cet auteur, donc de Lemoine. Dans les siècles du Moyen-Âge, peut-être plus heureux qu'aujourd'hui, quoiqu'on les qualifie d'ignorance et de barbarie, dans ces siècles où les conventions entre les hommes s'exécutaient avec candeur, avec bonne foi, sans l'appareil des formalités dont nous les accompagnons, où les actes n'étaient conçus qu'en très peu de mots, où les quelques lignes suffisaient pour la donation de la terre la plus étendue, dans ces siècles, dis-je, la profession d'archiviste était inconnue, la nécessité l'a fait naître. Fin de citation. Retour aux sources, où l'on s'empoindre, ici encore, le romantisme. Deux autres éclairages viennent enfin nuancer les tons du sombre tableau peint par les humanistes et les protestants. Nous avons déjà rencontré le premier chez Pluvier, dans les Pays-Bas autrichiens. Il se veut franchement relativiste, comme chez l'abbé Claude Gouget, et je vais lire un extrait de son mémoire qui date de 1737. Il n'y a point de siècle qui n'ait, pour ainsi dire, ces deux faces, l'une lumineuse, l'autre qui est obscurcie par les ténèbres. C'est ne représenter chaque siècle qu'à demi que de n'en montrer que la difformité. Et tel est le parti qu'ont embrassé presque tous ceux qui ont entrepris de parler de l'état des sciences en France dans le IXe et dans le Xe siècle. Gouget s'empresse ensuite de dire qu'il ne faut pas exagérer dans l'autre sens. Le deuxième éclairage prend naissance dans le milieu des philosophes. Deux travaux ont montré que chez Voltaire, le Moyen-Âge ne fut pas aussi déprécié qu'on l'a cru longtemps. Son point de vue est, en effet, bien loin d'être univoque. Le prétendu mépris du penseur pour cette période étant de surface. On retrouve cette ambiguïté chez deux des protagonistes de l'idée d'un progrès continu de la civilisation, Turgot et Condorcet, qui tentent de concilier le caractère négatif qu'ils attribuent à la plus grande partie de l'époque médiévale et le progrès souterrain de la civilisation durant cette période. En conclusion, j'espère avoir montré dans ce rapide survol combien le Moyen-Âge constitua un lieu de projection des manières de rêver et de penser pour plusieurs générations de savants au XVIIIe siècle. J'ai dit